tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à Tech plus 1. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et nos experts pourront y répondre en fin de session. Il se peut que nous manquons de temps, donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à poser la question directement à votre relationship manager. Je laisse la parole à Kamel. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de CACEIS consacré à l'implémentation de la régulation T+1 en Europe, en Suisse et au UK. Je suis Kamel Torki, je suis le lead de l'initiative T+1 pour le groupe CACEIS. Cette initiative est prévue d'être mise en place pour le 11 octobre 2027 dans les 3 juridictions concernées. Nous sommes aujourd'hui à 668 jours de la mise en place de cette nouvelle régulation. Ça peut paraître assez loin et en même temps, vous pourrez réaliser tout de suite après cette présentation que en fait l'horloge tourne et que pour tous les participants de marché, que ce soit du côté société de gestion ou du côté broker et du côté des infrastructures de marché, l'horloge tourne, comme je le disais, spécialement si vous n'avez pas déjà commencé un projet en interne. Donc, nous avons commencé chez CACEIS des sessions clients depuis mars 2025 de manière à pouvoir les éduquer. L'idée de la session d'aujourd'hui est la même, mais en même temps, l'idée n'est surtout pas de vous faire peur, mais plutôt de vous donner un aperçu des impacts et des tâches clés que vous aurez à entreprendre pour faire en sorte de vous mettre à jour par rapport à cette nouvelle régulation. On vous donnera aussi une vision des différentes solutions que CACEIS a prévu de mettre en place afin de vous accompagner pour une transition la plus fluide possible vers T+1 de manière à faire face aux différents challenges qui vous attendent et qui attendent CACEIS pour la même. Donc, pour la session d'aujourd'hui, je vais agir en tant que modérateur et co-présentateur. Donc, je vous donnerai pour ma part un aperçu de la régulation et des différents challenges auxquels vous aurez à faire face. Je suis aussi accompagné des experts qui vont pouvoir vous parler des différentes solutions que l'on veut mettre en avant afin de faire en sorte de vous accompagner au mieux pour que votre transition vers T+1 soit la plus fluide possible. Donc, je laisse donc les experts qui m'accompagnent aujourd'hui donc se présenter, en commençant donc pour la partie Execution to Custody par Pascal Tilleul. Merci Kamel, bonjour à tous, bon après-midi. Je suis Pascal Tilleul, je fais partie du coverage basé à Paris et je fais partie du groupe CACEIS depuis plus de 20 ans. À votre disposition si vous avez des questions à la fin de ce webinaire. Très bien, merci Pascal. Pour le middle office, donc Michel Arani. Bonjour, donc, Michel Arani, oui, je suis au Product Management chez CACEIS depuis quelques années maintenant et dans mes attributions, entre autres, les activités middle office. Merci Michel. Pour la partie FX, donc Vincenzo Rico. Bonjour, donc responsable vente pour les solutions FX chez CACEIS depuis seulement 20 ans. Seulement. Merci Vincenzo. Pour la partie Securities Lending et Borrowing, donc Olivier Zemb. Oui, bonjour tout le monde, donc Olivier Zemb. Je suis en charge du prêt de titres chez CACEIS, côté exécution. Je suis dans cette industrie depuis à peu près 20 ans également, et chez CACEIS depuis 6 ans, basé au Luxembourg. Parfait, merci à tous. Alors, on peut commencer. Donc, tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que T+1 ? Donc, T+1 est le cycle de dénouement des titres cotés sur un lieu de négociation. On parle ici principalement des actions et des obligations et équivalents. À savoir que ce cycle de dénouement s'applique déjà aux États-Unis depuis mai 2024, c'est-à-dire que les titres et le cash sont échangés
un jour après la date de transaction entre le gestionnaire et son broker. Actuellement, en Europe, au UK et en Suisse, le cash et les titres sont échangés 2 jours après la transaction. C'est ce qu'on appelle le cycle de dénouement T+2. Jour de différence où les contreparties sont exposées au risque de dénouement, c'est-à-dire pendant qu'ils attendent le cash et les titres, a été considéré par les régulateurs des 3 juridictions concernées comme un désavantage compétitif vis-à-vis des États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre en place un projet afin de combler donc ce gap pour le 11 octobre 2027. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite sur la timeline, ce projet est composé donc de 3 phases clés. La première, c'est la mise en place de groupes de travail dans les différentes juridictions. Donc, pour la partie UK, ça a amené la publication d'une liste de recommandations, de 52 recommandations. Donc, c'était en février de cette année. Ensuite, en Europe, l'ESMA a publié en juin la liste des 59 recommandations. Et ensuite, en septembre dernier, donc la Suisse en a publié 17 qui sont alignés avec l'Europe. Donc, la deuxième phase d'implémentation, c'est 2026, qui est la deuxième phase clé, où la phase d'implémentation devra déjà commencer, et 2027, où la période de test va commencer avec pour objectif donc ultime le 11 octobre 2027, qui est la date d'implémentation pour les 3 juridictions donc concernées. Alors, on insiste sur 2027 et la plupart des clients que j'ai rencontrés depuis le début de cette année ont focalisé beaucoup sur 2027, mais en fait, on va voir tout de suite que 2027, ce n'est pas la date clé sur laquelle il faut se focaliser, mais plutôt 2026, en sachant que dans les recommandations de l'ESMA, les 59 recommandations, il y en a 24 qui doivent déjà être implémentées pour fin 2026. Et sur ces 24, il y en a 21 qui sont déjà considérés comme critiques. Donc, le plus tôt une planification est mise en place, le mieux, à savoir que on a, nous, dans notre gap analysis, déjà détecté des impacts sur les process opérationnels, sur l'organisation, les organisations internes en termes de couverture horaire et sur les systèmes. Donc, le plus tôt un budget est validé, le mieux c'est, afin d'être déjà prêt pour 2026. On verra après que les recommandations qui ont été mises en place ont été mises en place sous le principe adhere or explain. Donc, ce qui pourrait laisser penser que potentiellement on pourrait ne pas appliquer une de ces recommandations, mais là, ça serait vraiment se fourvoyer, c'est-à-dire que l'unique raison pour laquelle on pourrait ne pas appliquer une de ces recommandations, c'est qu'il faudrait déjà s'assurer que ça n'irait pas au détriment d'aucune des contreparties. Bon, la bonne nouvelle est que en octobre 2025, le 13, le Final RTS of ESMA a été publié, qui a transformé les recommandations, 80% des recommandations du mois de juin, en obligations. Au moins maintenant c'est clair, il n'y a aucun moyen de s'échapper, il faut le faire et c'est clair pour tout le monde. Donc, dans le document d'octobre, il y a aussi d'autres informations qui sont importantes. C'est l'obligation pour les CSD de publier un rapport du top 10 failing counterparties au régulateur local. On sait déjà qu'aucun de nos clients que j'ai interrogés, bien sûr, ne veut faire partie de cette liste. Et chez KCIS, on ne veut surtout pas qu'un de nos clients en fasse partie. C'est pour cela que dans notre projet, on a déjà prévu de commencer rapidement à travailler sur le top 10 failing counterparties pour s'assurer que d'ici donc juillet 2027, donc date d'obligation pour ce reporting, nos clients ne feront pas partie de cette liste. On s'attend aussi à une sélection naturelle des contreparties, tout particulièrement celles qui ne seront pas assez automatisées et celles aussi qui ne seront pas en capacité de processer toutes ces activités post-trade en T. Et tout cela en 2026. On a déjà des clients qu'on a interrogés qui ont déjà commencé la sélection des contreparties maintenant. Donc, le plus tôt vous mettez en place, le mieux.
Concernant les objectifs principaux, on peut le voir à gauche, de la mise en place de T+1. Principalement, c'est favoriser donc la mise en place ou l'implémentation des process post-trade en T. Donc, on parle ici d'allocation confirmation, mais je vais y revenir tout à l'heure. Réduire donc l'exposition au risque de contrepartie, de dénouement, pardon, j'en ai parlé tout à l'heure. Réduire les risques de crédit et marché, et enfin améliorer la liquidité sur les marchés par la diminution de l'obligation d'échange d'initial margin entre les contreparties. Donc, à savoir qu'à la suite de l'implémentation de T+1 US, il y a eu une diminution de 40%. C'est exactement cet objectif que les 3 juridictions concernées veulent atteindre. Même chose, donc, en termes de compétitivité, ces 3 marchés, c'est exactement l'objectif principal des 3 juridictions concernées. Donc, pour les titres qui sont concernés par ce passage à T+1, on parle des titres qui se dénouent sur un lieu de négociation, donc les titres concernés par l'article 5.2 de CSDR, avec pour exception principale donc les Securities Financing Transactions. Donc on parle ici de Securities Lending et Repo. Pour les repos, on parle d'opérations de financement documentées comme des transactions uniques composées de 2 opérations liées. Je sais, c'est très compliqué comme phrase, mais chez KCIS, notre manière de l'interpréter, c'est qu'il y a 2 manières d'instruire un repo. Soit tu l'instruis via la transaction type thread, ou donc qui est la transaction type standard d'un achat-vente de titres, ou le transaction type REPU, REPU, qui est celui spécifique pour les repos, où les 2 jambes du repo sont bien documentées. On voit la partie cash, la partie titre. À savoir que si une instruction arrive chez le CSD avec le transaction type trade, sachant que pour eux, ce sera impossible de faire la différence avec un achat-vente standard, ils n'auront pas le moyen de différencier ça avec un achat-vente standard, donc du coup, l'exemption ne s'appliquera pas. À savoir que les groupes de travail européens continuent de travailler, et un des objectifs est la mise en place et l'application des transaction types, comme il devrait être utilisé au travers de toute la chaîne de valeur de settlement. Et tout ceci, donc par exemple pour le code REPU, il sera obligatoire d'être utilisé au travers de la value chain d'ici fin 2026. Donc pour toutes les transactions, dans les exceptions, on a aussi les transactions négociées et exécutées OTC, donc bilatéralement, mais exécutées et reportées à un lieu de négociation, donc les IPO et les mouvements de collatéraux. Alors, ici on voit on a une vision des différentes recommandations en Europe et au UK. On peut voir ici que l'Europe est beaucoup plus prescriptive que le UK, à savoir que sur les recommandations, il y en a 51 qui sont considérées comme critiques pour l'Europe, alors qu'il y en a 12 seulement pour les UK. Même chose pour l'étendue des impacts. On peut le voir ici sur la partie gauche du slide, où on voit les différents thèmes impactés par T+1. Donc, ça part du trading phase, settlement phase, securities financing transactions, matching and confirmation, legal and regulatory, FX, corporate event, clearing, asset management. Donc, pour la partie suisse, comme je disais, si vous vous alignez sur la partie européenne, par défaut, vous serez aligné avec la Suisse. Donc, ici, on a une vue des gating events. Alors, qu'est-ce que c'est les gating events? Ce sont des nouvelles cut-offs qui ont été mises en place par les régulateurs de manière à s'assurer que toutes les activités post-trade se passent le mieux possible afin de garantir une fluidité jusqu'au dénouement. Donc, 2 points importants à retenir sur ce document, c'est que tout d'abord, en Europe, on va passer donc avec
la compression du temps ou la réduction de temps prévue de T+2 à T+1 à 27 heures après la clôture des marchés jusqu'à 6 heures pour faire toutes les activités post-trade jusqu'au dénouement. Donc, si vous regardez en bas à gauche du document, on voit tout ce qui est Settlement Instruction. On peut voir que les Settlement Instructions au CSD devront être pour 23h59 pour le début donc, du MTS chez T2S qui commencera à minuit, alors qu'aujourd'hui, les Settlement Instructions ou les instructions de dénouement doivent être disponibles en T+1 à 20h pour le début du NTS chez T2S qui, lui, commence à 20h, mais en T+1. Même chose pour les UK. On passe de 38,5 heures après la clôture des marchés à 13,5 heures. Si on regarde, donc les instructions de dénouement au CSD devront y être pour 6h59 en T, alors qu'aujourd'hui, c'est la même chose, mais en T+1, donc chez Crest. Donc, si on regarde en haut de ce document, un point important qui concerne la clôture des marchés, on peut voir que 78% des marchés, incluant la Suisse et UK, se clôturent à 18 heures, alors que 19% à 22 heures et 3% à minuit. Donc, pour les deux à droite, ça concerne l'Allemagne qui, eux, font du trading en ligne avec les marchés US, donc d'où la clôture tardive. Pour tout ce qui est Securities Financing Transaction, donc un point clé ici, ça concerne le Securities Lending, le prêt de titre, une toute nouvelle cut-off. Donc, je fais un rappel de la légende de ce slide. Tout ce qui est en bleu, les cut-off en bleu avec un cercle rouge autour, c'est les nouvelles cut-off. Les bleus tout court, c'est les cut-off qui sont modifiés. Les vertes sont celles des UK et les rouges sont celles de la Suisse. Donc ici, c'est bien un cercle bleu entouré de rouge. Donc c'est une nouvelle cut-off qui n'existait pas jusqu'à présent pour l'activité de prêt de titre. Obligation donc de faire un recall en T pour 17 heures avec un retour par les emprunteurs pour 15 heures en T+1 et un dénouement du recall, donc des rappels, des titres rappelés pour 15h30, 30 minutes avant la cut-off DBP. Donc, on a une solution pour cela chez KCI. On est déjà prêt d'ores et déjà, mais je laisserai mon collègue Olivier vous expliquer tout ça tout de suite après. Allocation confirmation, alors là, c'est vraiment le plus gros challenge auquel l'industrie doit faire face, que ce soit le buy side ou le sell side, avec aujourd'hui une cut-off qui est à midi en T+1, d'après donc les règles de CSDR, qui va passer donc en T à 23h fin de journée. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un game changer, c'est-à-dire que pour les départements middle office qui, eux, font cette activité chez nos clients d'allocation confirmation, aujourd'hui, leurs horaires de travail tournent autour de 18-19 heures, horaire standard en Europe. Donc là, vraiment un gros changement. Donc, 3 solutions possibles. La première, soit mettre en place un late shift, qui peut être parfois très compliqué, soit pouvoir utiliser des bureaux ou des capacités opérationnelles dans une time zone nord-américaine, soit tout simplement outsourcer, donc déléguer cette activité à KCIS, sachant que notre modèle est follow the sun, donc, et tient compte déjà de toutes les spécificités prévues par T+1. Donc, on peut dire qu'à partir du moment où nos clients prennent cette option, on peut dire qu'ils sont déjà T+1 ready aujourd'hui. Donc, et de plus, notre solution est l'idée par l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas plus me pencher sur ceci. Je vais laisser Michel en parler, sinon je pourrais en parler pendant 20 minutes. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, à savoir quand même que j'ai déjà rencontré pas mal de clients qui, eux, ont déjà commencé à faire le process d'outsourcing de cette activité vers KCIS.
Pour la partie FX Transaction, concrètement, donc, on va passer d'une cutoff pour CLS à minuit en T+1 à minuit en T. Donc, dans notre projet chez Cassis, on prévoit de se rapprocher le plus possible de cette cutoff. Pour la partie compensation, donc, les différentes bourses devront fournir au CCP les rapports de trade pour 22 heures, qui eux-mêmes devront faire en sorte d'envoyer les netting reports et les rapports de transaction vers les General Trading Members le plus tôt possible, de manière à ce que la patte marché du trading puisse bénéficier du netting lors de l'arrivée des instructions chez T2S pendant le process du 9-time settlement cycle. Donc, j'en ai terminé avec la partie Getting Events. Concrètement, ici, Follow the Sun, c'est vraiment la base de notre solution chez KCIS pour T+1. On a mis en place ceci de manière à anticiper toutes les spécificités et les exigences liées à la transition vers T+1. Ici, on leverage nos différentes capacités dans les lieux qui sont opérationnels, dans les lieux qui sont donc basés au Canada, en Malaisie et en Europe. L'idée ici est vraiment d'avoir un véritable pass de book modèle pour pouvoir nous servir 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ici, très rapidement, donc ici c'est un résumé des différents challenges auxquels vous devez faire face en passant du monde T+2 vers le monde T+1 et des différentes solutions que KCIS peut vous apporter, va vous apporter de manière à faire face à ces nouveaux challenges. Donc, je laisserai mes collègues aller plus en détail dans ces solutions. Moi, je vais y aller très, très rapidement. Donc, ici, on parle de passer les opérations qui sont pas trop automatisées en STP. On parle principalement du process de confirmation allocation, la gestion des SSI et de la P7. Tout ce qui est tâches qui sont actuellement faites en T+1, devoir les passer en T pour 23 heures maximum. Toutes les opérations complexes qui sont déjà complexes aujourd'hui, comme le réalignement, le recall et le FX et la partie borrowing, emprunt de titres, les solutions, vous les voyez à droite. Pour la partie revue des cycles de NAV, donc là, je vais aller directement dans la partie solutions qu'on prévoit pour vous accompagner dans votre préparation à T+1. Donc ici, on parle des fonds qui, aujourd'hui, ont un cycle de dénouement principalement autour de T+3, qui est le standard en Europe. On pense que la plupart vont passer en T+1 de manière à pouvoir, pour les gestionnaires, éviter les challenges liés au problème de liquidity management, de gestion de liquidité quand il y a un désalignement entre l'actif et le passif. Donc, pour cela, nous, ce que nous attendons, c'est que vu qu'on va devoir envoyer le plus tôt possible des contract notes aux investisseurs, donc les avis d'opérer aux investisseurs, cela veut dire pour nous qu'il va falloir calculer et publier les NAV beaucoup plus tôt, les VL beaucoup plus tôt. On est prêt à cela avec le modèle Follow the Sun. Mais pour cela, ce qu'on attend de vous, c'est de savoir le plus tôt possible la volumétrie des fonds pour lequel vous pensez passer en T+1. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie-là parce que je reçois déjà des messages. Et donc, je vais passer à la main à mon collègue Michel sur la partie Trade Management. Parfait. Merci Kamel. Comme tu l'as mentionné, le plus gros défi, ou en tout cas une grosse partie du défi que l'on va avoir dans T+1, ça va être au niveau du middle office pour toutes les tâches qui sont effectuées post-trade et de façon à pouvoir envoyer des instructions de livraison et de règlement non plus en T+1, enfin en T+2, mais en T+1, de façon à pouvoir avoir le règlement plus rapide. Le délai, comme tu l'as dit, pour toutes les transactions qui seront confirmées avant 23 heures, donc ça c'est le délai au plus tard 23 heures pour les confirmations, les instructions de settlement devront être envoyées pour minuit en T0, le jour même. Donc c'est là que le rétrécissement va avoir lieu, et c'est là qu'il va falloir anticiper et
accélérer toutes les transactions et automatiser un maximum toutes les transactions en tout cas toutes les tâches qui ont lieu après le passage de la transaction et pour pouvoir envoyer le settlement. Ça veut dire toute l'acquisition des transactions, tous les flux. Donc, une fois que les asset managers ont passé les transactions, de les collecter toutes et pouvoir les traiter en temps et en heure. Les contrôles techniques qui sont associés à ces transactions, que ce soit au niveau de l'exhaustivité des données qui sont données ou de la caractère correct des calculs qui sont effectués. Très important, l'enrichissement des SSI, parce que là, c'est vraiment la partie cruciale, de façon à ce que le règlement se passe correctement, parce que si on met les mauvaises coordonnées, forcément, on aura perdu du temps. Le matching, qui n'est pas négligé non plus, parce que là, il faut s'assurer que les contreparties sont en phase avec ce que nous avons reçu, ce que nous avons traité. La gestion des écarts et des transactions qui sont en erreur, ça aussi, ça peut prendre du temps. Et la diffusion derrière vers le dépositaire, vers le conservateur pour le règlement de livraison et vers le valorisateur, le cas échéant. Alors, pour respecter ce délai qui est raccourci de quasi 24 heures, ce qui sera nécessaire, c'est un haut taux d'automatisation. Plus c'est automatisé, plus on gagne du temps. Et aussi avoir des équipes qui sont disponibles, forcément, comme on l'a dit, en soirée, après la clôture des marchés, et ce jusqu'à 23 heures, voire minuit, pour les transactions qui arrivent en dernière minute. À cet égard, grâce à notre organisation, comme Kamel a signalé tout à l'heure, nous avons l'organisation Follow the Sun qui se base sur les équipes en France, plus le Canada et la Malaisie. Grâce à cette organisation, nous avons déjà la capacité aujourd'hui d'assurer le suivi de toutes les transactions jusqu'à leur exécution en temps et en heure. Pour information, pour le moment, nous traitons plus de 30 000 transactions par mois, dont 93%, 93% sont réglés, sont matchés en T plus 0 le jour même. La différence provenant de l'expertise qui doit encore monter de notre côté et surtout les contreparties qui ne sont pas encore prêtes en T0. Pour y arriver, donc, nous avons renforcé les équipes et surtout nous nous basons aussi sur l'intelligence artificielle. Nous avons des outils qui nous permettent d'alimenter les SSI et d'opérer le matching. Et c'est ça qui nous permet d'avoir un taux, entre autres, de fail trade qui est inférieur à 1%, contrairement au marché où on est supérieur à 5%. Donc là, nos outils nous aident énormément. Une autre façon d'éviter les problèmes, en tout cas de rater les deadlines, sont d'éviter les différentes tâches liées au middle office, les tâches intermédiaires, en utilisant notre option E2C, donc Execution to Custody, que Pascal va vous présenter dans un instant. Pascal. Merci Michel. Alors effectivement, le T+1, nous l'avons vécu avec les États-Unis, maintenant c'est le tour de l'Europe. L'offre E2C Follow the Sun, qui est une offre de KCIS qui en fait est mise en place depuis quand même pas mal d'années, donc qui est relativement bien rodée, est une solution qui est totalement intégrée et qui commence par l'exécution à travers la salle des marchés de KCIS en best effort, parce que ça c'est très important, et qui se termine par le règlement à livraison et la conservation ensuite des titres. Alors évidemment, KCIS agit là en tant que point d'entrée unique pour le client et ça permet au client une connectivité à tous les marchés, donc un peu plus de 80 marchés, et une gestion des transactions en STP, le tout garantissant à nos clients un gain de temps, bien évidemment, et c'est important, notamment dans le cadre de l'implémentation de T+1 en Europe. Et surtout, je pense que ça c'est aussi très important, une réduction des coûts de fonctionnement, permettant ainsi aux clients de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le management de ces fonds quand il y a des fonds et sur toutes les activités annexes. Il est important quand même de savoir que plus de 300 clients nous ont fait confiance et ont fait confiance aux équipes de KCIS salle des marchés, que ce soit sur le cash equity, sur les obliques, que ce soit en SECLEN, que ce soit en Forex. Et là, je laisserai les professionnels en parler. Et donc, nos clients ont effectivement fait confiance à notre équipe d'experts. Nous avons quand même 27 experts. Et comme je disais tout à l'heure, nous couvrons un peu plus de 80 marchés sur tous les supports, actions, obligues, etc. Et là, je vais passer le micro à Kamel.
Merci. Toujours le même. Merci. Alors, on aura compris que pour la partie, donc, soit avec nos services Execution to Custody ou Middle Office, vous n'aurez pas à vous soucier de la partie dénouement, car c'est quelque chose qu'on va gérer pour vous. Donc, sur la partie, donc, je vais passer, moi, à la partie Custody. Donc, ici, ce qui est attendu en plus, qu'il faut retenir, c'est tout particulièrement en une gestion précise des SSI qui est attendue, sachant que c'est la source la plus importante de fair trade. L'idée ici est d'avoir une base de données la plus précise possible qui soit utilisée par une population la plus étendue possible pour faire en sorte que les SSI ne soient plus un problème. Donc ici, chez KCI, nous, on prévoit de vous accompagner au travers de la solution GCD Alert, donc Global Custodian Direct Alert, qui consiste à compléter les SSI pour vous dans la base de données Alert à partir du moment où vous aurez pris une licence Alert, donc qui est fournie par DTCC, le même fournisseur que CTM, donc l'outil de pré-matching. Donc, pour la partie partial, il y a une autre information clé, la partie partial settlement, qui va devenir le défaut, par défaut plutôt, de toutes les instructions. Hold on release et partial release functionalities, les fonctionnalités donc, vont devenir obligatoires pour tous les CSD. Pour la partie corporate action, donc les dates clés comme ex-date et record date vont être alignées, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. La partie buyer protection et claims processing va être automatisée via XML avec les formats 20.022. Donc, tout ceci pour dire que chez KCI, on est déjà prêt à vous aider et à vous supporter avec ceci. Et pour certains aspects, on l'a déjà intégré dans notre roadmap de manière à pouvoir vous accompagner au travers de tous ces cette nouvelle réalité. Donc, je vais passer la main à Vincenzo pour la partie Forex. Merci Kamel. Donc, à ce jour, donc, le challenge est faire plus vite, être plus sécuritaire. Pourquoi aujourd'hui on nous présente donc les challenges des puissants, c'est parce que avec KCI a fait déjà ses épreuves avec les T+1 en dollars. On sera le faire en euros et les piliers, l'offre est fixe de KCI, elle est déjà en hauteur pour pouvoir vous accompagner dans ces challenges. L'offre de KCI s'y déploie selon les 3 piliers plus importants qui sont l'ordre fixe. Vous laissez un standing instruction, une instruction permanente qui couvre certains événements de mouvement. KCI se répond selon les fixings à chaque heure, selon l'activité qui est couverte par cette instruction permanente. Ou sinon, les équipes de check class hedging, donc currency overlay, on parle ici de check class hedging et portfolio hedging, ils pourront vous accompagner si vous décidez à un certain moment de changer votre cycle de source d'achat. Les équipes sont là pour offrir les services de hedging sur votre activité selon des contrats déjà octroyés et signés dans le passé comme dans le futur. Ensuite, pour les clients qui sont déjà sous le marché, qui travaillent avec une architecture ouverte, on a les DRT fixes. Il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos clients qui l'utilisent déjà en direct market access via des plateformes IFX. Nous pouvons streamer notre liquidité et donc pourront sécuriser un processus qui devient de plus en plus dangereux sous la date valeur T0 avec des prix qui seront des futures de concurrence parce qu'ils tourneront dans des plateformes multi-contributeurs comme Bloomberg, comme FXall, comme 360T. Or, pas seulement le DRT fixe et l'IFX, on vous accompagnera aussi dans les cas d'urgence, d'émergence. On a 2 équipes avec des vendeurs qui pourront, eux, vous offrir quand même un late cut-off quand CLS sera en difficulté, quand votre contrepartie sera en difficulté. Vous pourrez aussi nous tester la qualité de le prix
pour des deals de dernière minute. Voilà. Et je laisse la main de nouveau à Kamel. Parfait. C'est toujours lui. J'espère. Merci. Ok, merci Vincenzo. Donc, tout cela pour dire que on est prêt à vous soutenir dans vos solutions donc, de financement, tout particulièrement avec notre solution phare qui est le change automatique. Je laisse maintenant la main donc à Olivier pour la partie prêt de titre et emprunt de titre. Très bien, merci Kamel. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Donc on l'a dit, on a déjà fait la transition T+1 aux US. L'erreur qu'il ne faudrait pas qu'on commette chez Cassis, mais vous l'avez bien compris que ce ne sera pas le cas, c'est de se dire qu'on est prêt pour la transition T+1 en Europe. Il y a quand même beaucoup de divergences avec les US. Déjà, on fait face à un marché très fragmenté. On a une vingtaine de CSD, 2 ICSD, des cut-offs différents et ainsi qu'une gestion de cross-border à mettre en place, qui est en place, mais à raccourcir et à rendre efficiente. Donc tout ça pour dire que le sujet n'est pas à prendre à la légère. En plus de ça, il faut rajouter la vision CSDR, qui n'est pas forcément équivalente aux US, existante ou équivalente. Donc, comme l'a rappelé Kamel, on sait que les opérations de securities financing seront exemptes de T+1 parce qu'on opère déjà en T0 et en T+1. En revanche, il faut qu'on s'assure que nos activités de prêt de titres ne viennent pas impacter négativement vos activités de gestion et plus particulièrement vos ventes. Donc, en gros, notre objectif est de continuer à améliorer la discipline de dénouement. Surtout, encore une fois, en prenant en compte le volet pénalité CSDR. Donc, cette discipline peut être atteinte via 2 canaux que nous avons identifiés. Je vais répéter un peu ce qu'ont dit mes collègues, mais l'automatisation est clé, l'automatisation de la chaîne de communication entière. Il faut éliminer à tout prix toutes les informations manuelles pour réduire au maximum les potentielles frictions. Donc sur ça, on peut leverager, si je peux dire, sur tous les développements qu'on a fait T+1 aux US. On va réutiliser des solutions qu'on a déjà déployées. Donc sur ça, on est assez confiant. Et en parallèle, il faut continuer d'investir sur des solutions internes et externes, surtout pour des outils de pré-matching, d'échange de collatéraux et des outils qui permettent de notifier les recalls, les notices de rapatriement de titres. Le côté positif, c'est que toutes ces solutions existent déjà, sont déjà utilisées et ont déjà fait leurs preuves. Donc on ne part pas de zéro, loin de là. Le second canal qu'on a identifié, c'est OK, nous avons l'automatisation, mais celle-ci peut marcher uniquement si on reçoit l'information correcte et précise et surtout rapidement. Là, c'est un point essentiel côté client. C'est vraiment une des seules choses qu'on va vous demander, si possible, c'est vraiment de recevoir les informations d'achat-vente en respectant les cut-offs mentionnés par Kamel. Ça permettra de faciliter la vie, de réduire les fails et les potentielles pénalités CSDR. Donc voilà, tout ça, c'est ça. Oui, en effet. Et surtout, c'est pour analyser ce qu'on doit faire. Une vente va générer un arbre de décision chez nous qui va être soit ne rien faire, soit réallouer la position sur un autre fonds, sur notre client, ou, in fine, la dernière solution possible, ça serait de recoller, rapatrier les titres. Là, en termes de rappel, il est important de rappeler que, ça c'est des chiffres de l'industrie, sur à peu près 100 ventes, il y aura besoin de recoller 3 ou 4 positions. Donc, il faut bien dissocier vente n'égale pas recall automatique. Plus on fait partie d'un pool prêtable large, plus la probabilité de recall est faible. Donc, encore une fois, le nombre, plus on est gros, mieux c'est, et plus c'est fluide. En termes de recommandations pour s'assurer une transition assez fluide, on a identifié 3 recommandations principales qui ont déjà été décrites par mes collègues encore une fois. C'est les intentions de vente, donc Kamel en a parlé. L'idée ici, c'est de recevoir la notification de vente envoyée par le gérant en même temps que celle-ci est envoyée au dealing desk. Ça nous permet de gagner de précieuses minutes et d'envoyer, de prendre en compte les actions qu'on doit faire de façon plus rapide. La seconde recommandation, c'est, ça deviendra obligatoire quoi qu'il en soit, mais c'est de favoriser le dénouement partiel et arriver à livrer des positions sur votre compte
dès qu'elles arrivent au fil de l'eau, même partiellement. Et finalement, c'est le développement de ce qu'on appelle l'intraday lending ou borrowing. Dès lors qu'on détecte une position short, on a un service qu'on offre depuis quelques années, qui est de couvrir ces positions short intraday ou overnight de façon automatisée ou manuelle. La façon automatisée, c'est ce qu'on appelle l'auto-borrow, et la façon manuelle, c'est fail coverage. Donc la différence entre les deux, c'est d'où provient l'information initiale. Fail coverage, c'est les clients qui nous préviennent des positions à couvrir. Autoborrow, c'est une solution totalement déléguée à Cassis, par laquelle on détecte automatiquement les positions short et on les coupe. Le but ici, c'est de réduire au maximum les potentielles pénalités CSDR. Donc, pour conclure, cette réglementation, chez nous, on ne la voit pas forcément comme une menace, mais plus comme une opportunité. Quand on anticipe avec ce qu'on a vu aux US, on pense que ça sera la même chose en Europe. On anticipe une augmentation des volumes et des revenus associés aux prêts-emprunts de titres. Pour les raisons mentionnées précédemment, besoin d'emprunt pour la liquidité et besoin de couverture pour réduire les pénalités CSDR. Voilà pour moi. Merci Olivier. Tout ça pour résumer, si je résume bien tes 2 points, la partie Securities Lending, le recall basé sur l'intention et notre solution phare. Pour la partie Autoborrow, donc ici, on s'attend à vraiment à un succès de plus en plus important de cette solution, tout particulièrement pour notre clientèle buy-side, donc société de gestion. À savoir que pour l'instant, c'est plutôt successful, comme on dit, pour la partie sell-side, sachant que l'auto-borrow est le résultat d'un arbitrage entre le coût d'un emprunt des titres et les frais soit CSDR ou les pénalités applicables sur les marchés. Donc, pour l'instant, sachant qu'en Europe, les CSDR penalties sont autour de 1 BIP, il n'y a pas trop de sources ou de potentiel pour faire de l'arbitrage pour la partie société de gestion, mais on s'attend avec CSDR Refit à une augmentation par 20 à 25 des pénalités CSDR. Donc, dans ce cadre-là, beaucoup plus d'opportunités d'arbitrage pour les sociétés de gestion afin d'éviter d'avoir à payer des pénalités CSDR et donc bénéficier du gain, donc la différence. Donc, pour la suite, donc, on en a fini avec la présentation. Ici, donc, on a dans ce slide, c'est un aide-mémoire qu'on a mis à votre disposition qui vous rappelle les différents défis, challenges auxquels vous allez devoir faire face, les besoins et vos besoins spécifiques et comment KCIS peut vous aider et va vous aider à y faire face. Donc, pour rappel, s'il y a un point spécifique en particulier que vous voulez aborder, on peut mettre en place des sessions dédiées avec nos experts de manière à pouvoir vous guider. Et donc, n'hésitez pas à contacter votre relationship manager qui fera en sorte d'organiser ces sessions. Je suis sûr que tous mes collègues ici présents seront très heureux de vous aider. Merci à tous pour cette présentation qui a été très enrichissante. On a reçu du coup quelques questions. Si jamais on n'a pas le temps de tout traiter, je vous invite, comme l'a dit Kamel, à contacter votre relationship manager qui se chargera de faire le lien avec nos experts. Donc, on va démarrer par la première question. Quelles sont les évolutions prévues par Cassis dans le cadre du T+1 Europe? Kamel, je pense que celle-ci est pour toi. Ok. Je m'y attendais pas. Alors, donc, les évolutions prévues chez Cassis ont commencé il y a déjà bien longtemps avec la mise en place, donc, comme je disais, de notre modèle Follow the Sun qui est au cœur de notre solution pour faire face au challenge de T+1. En fait, tous ces challenges ont été déjà identifiés lors du premier gap analysis qu'on a performé basé sur le document de novembre 2024 qui a été publié par l'ESMA. Ça nous a permis donc de mettre en avant les solutions et de peaufiner notre solution Follow the Sun. Tout de suite après, on a commencé à rencontrer nos clients déjà en mars 2025 et ensuite, on a fait évoluer notre gap analysis basé sur les nouveaux documents qui ont été mis à disposition par les régulateurs, donc le Code of Conduct des UK en février-mars 2025, ensuite le document de juin et d'octobre de l'ESMA.
Ça nous a permis d'identifier quelques développements IT. On les a déjà budgétisés et mis en place et intégrés dans notre roadmap pour 2026. Donc, on s'attend, sachant que la régulation n'est pas encore stabilisée. Les groupes de travail continuent à travailler donc, sur 3 points en particulier: la gestion des SSI, la partie partial settlement et la partie utilisation des transaction types, comme je l'ai soulevé tout à l'heure. Donc, c'est pour cela qu'il est prévu pour janvier 2026 la publication du Final Implementation Playbook ainsi que du Settlement User Manual. Donc là, on est d'ores et déjà prêt à potentiellement intégrer de nouveaux développements si besoin dans notre roadmap 2026-2027, de manière à s'assurer que vous soyez prêts pour 2027 et la même chose donc du coup pour K6. Merci beaucoup, Kamel. Est-ce qu'en tant que client, le passage à T+1 pourrait générer des coûts additionnels si je participe à un programme de prêt de titres? Celle-ci, je pense qu'elle est pour Olivier. Oui, merci beaucoup. La réponse est très rapide, ça sera non, à partir du moment où les cut-offs sont respectés. Donc, on a insisté précédemment, mais vraiment, c'est assez essentiel. Il faut vraiment que tout le monde adopte une vraie discipline de settlement et vraiment se mettre en ligne avec des cut-offs mentionnés. S'il y a des coûts CSDR, ça sera dû à K6 qui a maltraité l'information ou qui l'a mal envoyé à ses emprunteurs. Finalement, c'est que les emprunteurs n'ont pas rendu les titres à temps. Donc, les pénalités CSDR vont être échangées entre KCIS et ses emprunteurs. Et comme l'a dit Kamel, nous déjà, on commence à analyser la qualité des emprunteurs. On ne veut pas se mettre en défaut et avoir des opérations qui faillent de plus en plus en raison d'emprunteurs pas assez disciplinés. Donc, comme le reporting qui doit être obligatoire, nous, on fait une analyse chez nous pour savoir avec qui on compte travailler plus ou moins à l'avenir pour limiter ces pénalités CSDR et toute friction potentielle. Merci beaucoup, Olivier. Alors, Vincenzo, comment K6, dans le cadre de son offre AutoFX, peut garantir un cours d'exécution compétitif? Je pense que c'est pour toi, vu que ça concerne le Forex. Bon, déjà, pour les 350 clients qui sont dans notre mandat pour l'AutoFX, la clientèle parle par elle-même. Mais en tout cas, sachez que l'offre AutoFX, elle est en vigueur sous des fixings publiés sur Reuters et qui sont absolument profondes et qui sont transparentes pour tous les acteurs du marché. Donc, un prix transparent avec le fait que le flux est sécurisé par la KCIS. Sachez qu'une de ces fixings WMR, il est forcément très utilisé par une des fonds de déposés chez KCIS parce que c'est la référence d'office de WMR 4 heures longue. Merci beaucoup, Vincenzo. Alors, êtes-vous prêt à faire face à une demande accrue d'outsourcing connaissant la deadline du 11 octobre 2027? Middle Office, je pense, Michel? Oui. 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 Donc, si c'est la capacité à onboarder des nouveaux clients, là, il n'y a pas de souci. Enfin, pas de souci. La réponse est oui, on est en capacité. Nous avons anticipé le passage à T+1 il y a déjà un petit moment en renforçant nos équipes Middle Office. Donc ça a déjà été effectué, ce qui nous a permis d'ailleurs déjà l'an passé d'absorber une augmentation de l'ordre de 30% d'activité sur le Middle Office sans avoir besoin de recourir à de nouvelles embauches et de nouvelles personnes. Nos équipes sont staffées en conséquence pour le moment. Comme mentionné auparavant, ce qui nous permettra aussi d'absorber plus d'outsourcing, ça va être l'automatisation de tout ce qui est traitement des opérations et de matching, et le recours à l'intelligence artificielle, ce qui nous permet déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un taux de matching de 93% en T0, donc le jour même en temps et en heure, alors que nous sommes encore à 2 ans de l'échéance d'octobre 2027. Et ce taux de 93% augmente régulièrement parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle avec le machine learning fait que le taux de matching augmente et le taux de fail trade diminue
systématiquement. Et ce taux va aussi augmenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait de l'augmentation du nombre de contreparties qui elles-mêmes seront prêtes à confirmer et à matcher en T0. Vraiment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais les gens se mettent en ordre de bataille, donc ça va augmenter. Et dernière chose, nous avons encore, dans l'année qui vient, en 2026, la volonté d'augmenter notre capacité et notre équipe au Canada, de façon à faire le suivi des opérations qui ne seront pas traitées sur le continent. Un renforcement des équipes encore à prévoir, si même à l'heure actuelle, on est déjà prêt à travailler. Merci beaucoup, Michel. Quels sont les avantages à souscrire votre offre Execution to Custody et comment ceci pourrait faciliter ma transition vers T+1? Pascal. Alors ça, effectivement, c'est pour moi, mais je vais reprendre en fait les quelques éléments du sales pitch qui sont le point d'entrée unique, la couverture relativement large de marché et de support, la réduction des coûts, ce qui est quand même quelque chose de très important, des coûts d'exec et des coûts de settlement de RL, et plus globalement les frais inhérents à l'opérationnel du type, par exemple, le CSDR. Évidemment, en passant par la salle des marchés KCIS, KCIS générant les transactions, c'est KCIS qui prendra les CSDR si toutefois il y a des pénalités du marché. L'idée là est justement de réduire le settlement cycle, comme on dit, et en souscrivant à cette offre, c'est KCIS qui se chargera de déclencher les transactions sur le marché, et pour le coup, une fois exécutée, la transaction est déclenchée dans la foulée. Donc, on pourrait très bien estimer un settlement à 0, et en tout cas être totalement prêt pour le T+1, puisque si ça match à 0, le problème n'est plus posé, mais sinon nous serons totalement prêts pour du T+1. En tout cas, clairement, c'est une offre qui est extrêmement compétitive en termes de setup et de pricing, parce qu'elle répond tout simplement aux besoins des clients qui cherchent à optimiser une chaîne de valeur et à réduire les coûts. Voilà, c'est le résumé en fait de notre offre Follow the Sun E2C. Merci beaucoup, Pascal. Quels travaux d'alignement de vos places de dépôt sur les normes de place, priorisation des places de dépôt internationales pour les obligations et les ETF? Je pense que ça doit être pour toi, Kamel. Oui. Tu l'as pas vu venir. Ouais, non. Non, effectivement. Alors, concernant notre safekeeping policy, donc on prévoit effectivement de la mettre à jour. Alors, de manière à se baser sur les vraies normes de marché qui n'existent pas en passant. On veut définir, nous, les normes de marché en discutant avec nos agents locaux de manière à pouvoir récupérer des informations sur la véritable liquidité marché par marché et définir notre safekeeping policy en fonction pour avoir vraiment, comme on dit en anglais, state of the art solution. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va avoir le temps de faire encore 2 questions, je pense, parce que là, on arrive à la fin de la session. Alors, je pense que celle-ci doit être pour Olivier. Quel serait le process optimal pour assurer une transition fluide? Donc, je pense que ça doit être relatif au securities lending. Oui. Une précision en dessous securities lending. Ok, d'accord. Merci. Mais comme toute transition, la clé, c'est l'anticipation, il faut anticiper. Et parler à tous les prestataires de services, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions, savoir si tout le monde est prêt. Et les intervenants, tout le monde va répondre à la question et ne pas hésiter à les challenger. Après, une fois que l'anticipation est faite, on a déjà parlé des recommandations. Donc, encore une fois, on va insister un petit peu sur ça, mais c'est vraiment les intentions de vote, les intentions de vente. Les intentions de vente, donc ça c'est vraiment clé, c'est quelque chose qu'on souhaite démocratiser. Chez KCIS, on en a déjà à l'heure actuelle beaucoup de clients qui sont là, on voudrait encore une fois le distribuer à tous les clients. Le partial settlement, et également, encore une fois, c'est l'intraday lending ou borrowing qui seront les clés d'une transition fluide. Mais voilà, encore une fois, il faut vraiment ne pas hésiter à parler aux intervenants de KCIS, au RM, les challenger et, le cas échéant, être rassuré sur notre capacité à leur donner une solution adaptée. Alors,
Celle-ci concerne le FX. Alors, je pense que ça va être ton tour, Vincenzo. Quand l'offre FX permet-elle de générer les settlements de cours et sera-t-elle déployée? Elle est déjà en place. Il y a beaucoup de nos clients asiatiques, de l'autre côté du monde, qui travaillent pendant la nuit en IFX, en T+1, et boivent le lendemain matin en T0. Et quant à notre FX, lui, il sera à défi toute concurrence. Donc, lui, il sera la solution optimale pour toute votre nécessité en termes de T0. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Vincenzo. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose, Kamel, par rapport à une des questions que tu avais eues auparavant. Oui, ok. Oui, tout à fait. En fait, ajouter, ouais. c'est tout particulièrement lié à la nécessité ou non d'aligner l'actif et le passif, et surtout notre expérience. On a beaucoup cette question, notre expérience sur ce sujet, quels sont les critères pour changer de cycle de dénouement? Est-ce que vous avez des clients qui l'ont déjà fait? Là, clairement, la réponse est non. Effectivement, aujourd'hui, avec le passage de l'Europe, UK et la Suisse à T+1, et sachant que les US y sont déjà passés, les portefeuilles vont être majoritairement exposés à 100% au cycle de dénouement T+1. Donc, un changement d'alignement est logiquement pour les sociétés de gestion la solution la plus simple pour éviter les problèmes de liquidité. Nous, ce qu'on a recommandé à nos clients, c'est clairement de discuter avec le réseau de distribution, les plateformes, les banques au travers desquelles ils distribuent leurs fonds, de manière à s'assurer qu'ils seront capables de faire le funding en T+1. Et ça, c'est pas forcément gagné. Donc, le plus tôt vous avez ces discussions, le mieux. À savoir que ici, c'est un travail. Il ne faut pas penser que la décision de changer le cycle de dénouement doit être pris de manière isolée. Il faut vraiment, c'est un travail d'équipe. Il faut discuter avec vos fournisseurs de données, les vendors, avec les distributeurs, avec vos contreparties et aussi avec vos services providers. Donc, tout particulièrement, si par exemple pour vos services d'agents centralisateurs, de custody et de fund accounting, d'administration, vous n'avez pas le même service provider, le plus tôt vous commencez ces discussions, le mieux, parce qu'il va falloir se mettre en place un trilogue, trilogue, comme on veut. Donc, et le plus tôt, c'est le mieux. Donc, du côté de KCIS, nous, on est confiant qu'on pourra vous servir et qu'on sera prêt pour la cut-off donc d'octobre 2027. Mais le plus tôt vous venez vers nous avec l'information des fonds pour lequel vous pensez passer à T+1, le mieux ce sera, car on pourra adapter, faire en sorte que votre timeline devienne notre timeline et qu'on puisse l'intégrer le mieux possible dans notre operating model et dans notre solution Follow the Sun. Merci beaucoup, Kamel, pour cette précision. Alors, nous arrivons à la fin de la session. Donc, en ce qui concerne les questions qui n'ont pas été répondues, comme on l'a précisé tout à l'heure, n'hésitez pas à contacter votre relationship manager qui pourra faire le lien avec nos experts. Je me permets aussi de vous rappeler que le replay sera disponible. On vous enverra également la présentation, vous recevrez tout ça par mail. Et une publication sera également disponible sur LinkedIn au cas où vous voulez le partager, etc. Alors, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci à l'ensemble de nos speakers. Merci à Vincenzo, Pascal, Kamel, Olivier et Michel. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. À très bientôt.